Éléonore Yahi Ladeka en tournée dans les universités publiques. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique évalue les actions menées et enregistre les attentes. Le bloc républicain en session ordinaire à Cotonou, le bureau politique du parti adopte de nouvelles résolutions. La synthèse des travaux dans un instant. Le transport fluvial pour fluidifier le trajet Porto-Novo-Calavi-Cotonou, l'aménagement des voies de navigation sur le lac Nokoué sera bientôt une réalité. Une concertation nationale en miniature, ainsi l'ont baptisé les organisateurs. Il s'agit d'une séance d'échange sur la problématique de l'emploi et les mesures gouvernementales en la matière. Le porte-parole du gouvernement et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sont les hôtes de marque de la rencontre. Elle a eu lieu à Abomey. Pierrette Adayossi, Cadnel Capo. Vous voulez gagner votre vie, gagner votre pays, gagner le monde. N'est-ce pas? Vous en êtes capable. Les opportunités d'emploi et d'insertion pour la jeunesse sont au cœur de cette séance d'information et d'échange. C'est un rendez-vous pensé et organisé pour combler le déficit d'information au niveau des étudiants de l'UNESTIM en particulier et des étudiants du ZOU en général. Entre les ambitions légitimes que nous avons en matière d'emploi, les offres d'emploi qui paraissent inaccessibles, et les dispositifs concrets mis en place par le gouvernement, il existe un pont à renforcer. Un pont que nous estimons fait d'échanges directs, de transparence et de confiance mutuelle. Nous saluons cette initiative de la jeunesse UNESTIM qui s'inscrit parfaitement dans une démarche proactive visant à doter nos étudiants des outils, des informations et des ressources nécessaires pour construire leur avenir professionnel. La construction de cet avenir professionnel doit amener les jeunes étudiants à savoir saisir les opportunités qui se présentent à eux. Les problèmes que nous avons donc aujourd'hui ne sont pas des problèmes qui sont nés aujourd'hui. Ils sont nés depuis, du fait de nos mauvaises pratiques, du fait de notre non-prise de conscience des réalités qui sont les nôtres et de ce que nous devons faire. Après, oui, nous sommes davantage dans une société de consommation qui fait qu'on a des solutions à bout de bras souvent, qui nous limitent dans l'effort. Parce qu'on n'est pas en situation de contrainte, de manque absolu, on ne crée pas. Mais désormais, vous devez comprendre qu'il faut créer, inventer, aller au-delà de ce qu'on a déjà. Nous venons partager avec les jeunes de cette université les différentes opportunités que le gouvernement a mises en place au profit des jeunes. Ces opportunités que nous leur avons expliquées en termes de vision, la vision du gouvernement pour l'emploi, qui est que c'est l'entreprise qui crée l'emploi et nous devons y croire et travailler à cela. Les différentes réformes qui s'en sont suivies. Vous êtes ici, vous pouvez être demain des entrepreneurs agricoles, même si vous n'avez pas appris l'agriculture. Mais vous avez les moyens, vous avez des domaines. Et vous identifiez une spéculation, un produit qui porte ou qui manque, vous pouvez décider de recruter des travailleurs agricoles pour vous, non? Ou bien, et moi je crois que vous en êtes capable, je vous fais confiance pour que dans les prochaines années, on puisse parler du Bénin, qu'on parle de vous, qu'on parle de l'UNESTIM, parce que vous aurez pris par ici, qu'on dise que ça a été un laboratoire, un cocon pour mettre sur le marché du Bénin et du monde des enfants, des jeunes gens, femmes et hommes bien formés, compétiteurs qui transforment le monde. Si vous avez vocation à travailler pour l'État, vous pouvez trouver votre place dans les 4% là aujourd'hui. Vous voulez être professeur demain de génie agricole, génie mécanique, d'hydraulique, alors que vous avez fait une belle formation ici. Quand l'État a besoin, il a lancé ses concours. La certitude que vous avez aujourd'hui, c'est que si vous êtes le meilleur, personne ne peut voler votre place. C'est des initiatives qu'il faut encourager, ça va leur ouvrir des portes et ça ouvre l'esprit à ces étudiants, ça leur permettra de s'en sortir, de savoir les voies et moyens qu'il faut emprunter pour pouvoir s'en sortir juste après les études, même au cours des études.
Je retiens qu'on doit plus penser à l'auto-emploi, qu'on doit penser à notre indépendance financière. En termes d'opportunités d'emploi, ils nous ont présenté tout ce qu'il y avait. Ils nous ont dit effectivement que les fonctionnaires n'étaient que 4% et que la vaste majorité des emplois venaient de l'auto-emploi. Donc moi, c'est vers ça que je compte m'orienter après la fin de ma formation. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous faites, vous êtes votre meilleur atout. Travaillez de manière à faire regretter votre absence. Ce sont quelques conseils de Wilfried Léandre Humbwedi aux étudiants de l'UNESTIM. À l'heure du bilan, ce n'est pas les difficultés qu'on regarde, ce n'est pas les obstacles qu'on regarde, c'est ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa tournée dans les universités publiques. Éléonore Yahi-Ladécan était face aux acteurs de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques jeudi dernier. Plusieurs sujets ont été abordés à cette rencontre. Le bilan de la première mandature de l'équipe rectorale, par exemple. Pierrette Adanyossi, Kadnel Kapou. Je suis venue apprécier les progrès que vous avez pu faire jusque-là. Et je suis venue connaître les difficultés. Éléonore Yahi-Ladécan et sa délégation face à la communauté universitaire de l'UNESTIM. Ça fait 3 ans que cette belle équipe est à votre service, mes chers étudiants. Avec ce contrat de grande responsabilité, à savoir restructurer les offres de formation pour qu'elles soient plus attrayantes et appeler des industriels, faciliter votre mise en stage et en même temps votre insertion professionnelle. On ne peut pas dire qu'en 3 ans, nous avons toute la solution à tous les problèmes. Mais nous venons voir si nous avons pu avancer. Cette séance d'échange, placée sous le thème « Bilan de gestion sur la période 2021-2024 de l'UNESTIM », a permis à la délégation gouvernementale d'avoir une idée de tout ce qui a été fait par l'équipe rectorale d'Aboumi. Malgré toutes les difficultés, il y a quand même des avancées extraordinaires. De documents de recueil mis en place, de manuels de procédure, même la gestion des diplômes, en tout cas le QR code sur les diplômes aujourd'hui, sont des choses dont nous allons faire une liste et voir lesquelles on peut implémenter dans toutes les universités pour savoir que désormais, en fait, les 4 UPB adoptent ces bonnes pratiques-là qui concourent vraiment à la transparence dans la gestion et aux bonnes pratiques de gouvernance. Je voudrais vous féliciter parce que dans la présentation déjà, où j'ai vu géolocalisation des campus, j'ai dit ouais, ça c'est ça. Parce que vous avez des entités qui forment la matière. Lorsque vous sortez les topographes et que vous arrivez à caractériser, c'est bien. Ouais, les 2 ministres sont des nôtres. Quand je dis des nôtres, en général, c'est des universitaires et c'est des gens des plateaux techniques et ils peuvent comprendre tout ce que nous vivons et ils peuvent plaider pour nous. Et quand l'équipe est forte, je crois qu'on voit déjà le bout du tunnel. La séance intervient après celle tenue à l'université d'Aboumi-Calavi. Occasion pour l'équipe ministérielle de donner de nouvelles orientations aux acteurs de la communauté universitaire pour la poursuite de la dynamique en cours et pour l'atteinte des résultats. Au terme de la séance que vous venez de suivre, la délégation ministérielle s'est rendue sur le chantier de construction de l'UNESTIM. C'est pour se rassurer de la reprise des travaux après quelques moments de perturbation. Si tout se passe comme prévu, les bâtiments seront livrés d'ici le mois de juillet. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de cette visite de site. On retrouve Pierrette Adanyossi et Kadnel Kapou. Démarrés en décembre 2022, les travaux de construction de l'UNESTIM évoluent, mais pas au rythme voulu par les universitaires.
C'est le constat fait sur place par Éléonore Yayi Ladécan et la ministre conseillère Sedami Médégan Fagla. Nous avons constaté que les travaux avancent, mais on aurait souhaité les avoir tout de suite. Nous avons eu l'assurance qu'en juillet 2025 ou bientôt, en tout cas, un certain nombre de bâtiments seront mis à disposition. Ce qui est important de retenir, c'est que l'État est vraiment soucieux des conditions dans lesquelles nos apprenants sont mis pour sortir en fait en bout de chaîne. Le chantier est bien relancé et nous espérons que d'ici le mois de juin, mais avant ça nous viendrons un certain nombre de fois, mais au moins au mois de juin ou juillet, c'est avec une grande fierté que nous viendrons faire le constat. Aujourd'hui, cette difficulté est résorbée et ce qui rassure, ce n'est pas tellement les promesses ou les engagements, mais c'est la documentation financière qui nous permet de dire qu'effectivement, les fonds qui peuvent permettre d'assurer la trésorerie et le besoin, de couvrir le besoin en fonds de roulement sont là et ont permis effectivement de relancer le chantier. Nous n'avons pas de doute que nous pourrons commencer l'exploitation de ce bâtiment. Quand je dis commencer l'exploitation de manière terre à terre, c'est pouvoir remettre à la communauté des étudiants et des professeurs le bâtiment, au moins en ce qui concerne le rectorat, en ce qui concerne l'INSPI, en ce qui concerne les résidences, que l'année scolaire débute ici. Le maître d'ouvrage délégué nous a rassurés. Les marchés, les DAO seront là et donc nous allons avoir également les équipements et on pourra parler d'un chantier entier. Financé par la BADEA, l'infrastructure est composée d'un bâtiment de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs INSPI, du rectorat de l'UNESTIM en R+2, d'un bloc administratif, d'un bloc pédagogique, d'une bibliothèque et d'une salle informatique. Sont également prévus une infirmerie, un restaurant de 300 places et un bloc résidentiel de 3 niveaux pour étudiants. Éducation encore, du côté de Tchaourou cette fois-ci. Là-bas, une salle dédiée au digital vient d'être inaugurée au Collège d'enseignement général 2. Une nouvelle étape dans la transformation digitale des établissements scolaires. Un projet qui bénéficie du soutien de l'UNICEF. Abdullah Fouidrissou, Enoch Mpati. Le numérique continue de transformer le paysage éducatif béninois. En témoigne cette coupure du ruban qui donne accès à la salle numérique du Collège d'enseignement général 2 de Tchaourou. Permettez-moi de saluer le président Talon pour cet investissement qui permettra d'améliorer la performance de notre collège. Monsieur le directeur du CEG2, chers enseignants, chers élèves, je vous exhorte à faire un bon usage de ces infrastructures en vue d'en assurer la durabilité et de faciliter l'atteinte des objectifs du gouvernement. Aussi, voudrais-je vous inviter à saisir cette opportunité pour vous investir davantage au fait d'améliorer la qualité de l'enseignement et accroître les résultats scolaires de manière à permettre au Borgou de préserver ou d'améliorer son rang parmi les départements. À travers cette initiative, nous œuvrons pour offrir aux apprenants des méthodes d'apprentissage plus modernes, plus interactives, tout en renforçant la compétitivité de notre pays dans un monde de plus en plus numérique. Cette action gouvernementale a pour but de faciliter l'accès des élèves au numérique, notamment en milieu scolaire. Je voudrais saluer les efforts déployés par le gouvernement du Bénin pour faire de l'éducation numérique une réalité. Tous ces efforts du Bénin contribuent significativement à la mise en œuvre de la stratégie d'éducation numérique de l'Union africaine qui ambitionne de connecter au moins la moitié des écoles à haut débit d'ici 2027. Cette salle numérique représente pour vous bien plus qu'un simple outil pédagogique. Elles sont des passerelles vers de nouvelles opportunités, un accès facile aux connaissances. Je vous encourage vivement à explorer les innombrables ressources mises à votre disposition. Progressivement, le Bénin confirme son ambition d'inscrire l'éducation au cœur de la transformation numérique, avec pour objectif de bâtir une génération connectée, compétente et prête à relever les défis de demain.
Dans l'actualité politique, on s'intéresse à cette sortie du bloc républicain. Le bureau politique du parti a tenu sa session ordinaire aujourd'hui au Palais des Congrès de Cotonou. Alexis Kenom et Fifame Tadedji Okoundé nous relatent ici le déroulement des travaux. Je souhaite que nous observions une minute de silence. Une minute de silence en hommage aux braves soldats béninois récemment tombés lors d'attaques sanglantes. C'est par ce geste solennel que s'ouvre la première session ordinaire du bureau politique du bloc républicain au titre de l'année 2025. En hommage à nos braves soldats tombés sur le champ d'honneur et en hommage aussi à nos militants que nous avons perdus l'année dernière et même récemment. Cette attaque nous rappelle les sacrifices consentis par nos forces armées pour garantir notre sécurité à nous tous. En renouvelant leur engagement à accompagner les actions de l'exécutif, les membres du bloc républicain profitent de cette rencontre pour réaffirmer leur soutien au gouvernement de Patrice Talon. La situation économique de notre pays est bonne. Comme l'a souligné le président de la République lors de son discours à la nation le 20 décembre à Porto. Notre défi ici est de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour aller encore plus loin, en veillant à ce que les bénéfices de cette croissance économique soient encore plus élevés. Les élections vont se passer dans la première quinzaine de l'année prochaine. Chez nous, on dit si vendredi va être bon, c'est jeudi qu'on le sait. Donc nous sommes là en train de préparer 2026. Le président du bureau national du bloc républicain exhorte les militants à redoubler d'efforts pour faire de l'année 2026 une réussite pour le parti. À l'issue de la session que vous venez de suivre, plusieurs résolutions ont été adoptées. Romaric Ogoualé, porte-parole du parti, nous en donne lecture. Il est au micro de Fifame Tadedji Okoundé et Alexis Kenom. Le bureau politique du bloc républicain, réuni en sa session ordinaire le 25 janvier 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, condamne avec force les attaques terroristes ayant souvent endeuillé notre pays et les familles des braves soldats tombés les armes à la main sur les champs de bataille. Réitère son soutien indéfectible au chef de l'État et à son gouvernement, ainsi que son ferme engagement à poursuivre à leur côté la lutte implacable et sans merci qu'ils livrent au quotidien contre les ennemis de notre pays. Félicite les forces armées béninoises pour leur bravoure et leur détermination jamais prise à défaut dans la lutte pour la sauvegarde de notre patrie. Lance un appel patriotique national à toutes les forces vives de la nation pour un soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité engagées sur les fronts de bataille. Lance aussi un appel patriotique à toutes les populations riveraines des parties de notre pays régulièrement attaquées à collaborer sans faille avec les forces armées pour une lutte efficace contre le terrorisme. Enfin, renouvelle ses condoléances et sa compassion, sa solidarité aux familles des soldats tombés sur le champ d'honneur. L'ambassadrice de France près le Bénin au cabinet du maire de Cotonou, la diplomate déclare avoir méconnu la ville 20 ans après son premier séjour dans la capitale économique. Luc Setonji-Atroko a également reçu 2 autres personnalités. Jérôme Humbo nous propose ici leur intervention à la fin des audiences. Monsieur le maire, bonjour. Bien, merci.
J'ai connu Cotonou il y a 20 ans, je ne reconnais pas Cotonou aujourd'hui. Il y a encore quelques semaines, je cherchais un restaurant dans la ville où j'étais allée il y a 20 ans. Et c'était une route en latérite et j'ai pas retrouvé parce qu'en fait la latérite elle n'existe plus. C'est une route qui maintenant est pavée et qui s'est complètement élargie. Donc non, je suis très impressionnée par la ville de Cotonou. La France organisait un sommet sur les océans au mois de juin à Nice. Et la ville de Cotonou et le maire de Cotonou sont des invités parce que on va parler d'érosion côtière qui touche malheureusement beaucoup de villes africaines, dont la ville de Cotonou. Et donc c'était un moyen de l'inviter officiellement à ce sommet sur les océans. Les villes béninoises sont 10 à l'AMF. Depuis quelques semaines, on a travaillé à faire en sorte que nous passions de 10 à un peu plus. Voilà, donc cette autre ville béninoise seront désormais membres de l'AMF. On a discuté tout ça là. Et je remercie Madame l'ambassadrice et je crois très bien que nous sommes repartis pour travailler entre Cotonou et les villes françaises, mais aussi entre les villes béninoises en général et les villes françaises. Je crois que c'est l'aspect comment l'opinion aussi pour contribuer au développement au niveau de communes ici à Cotonou. Et j'ai présenté aussi que l'opinion travaille avec le gouvernement et toutes les structures du gouvernement et dans tous les pays, tout le territoire du pays. C'est totalement différent qu'on dit que nous il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est ouvert. Parmi les pays en Afrique, je crois, le Bénin fait partie de 5 meilleurs de la réalisation des ODD en Afrique. Tout d'abord présenter le projet Lewa, qui est un projet d'installation d'un écoquartier dans la zone de Ponacé du côté de Ouida. J'ai vu que monsieur le maire avait une écoute tout à fait attentive et intéressée et il s'était posé la question de savoir est-ce que c'était une possibilité de dupliquer ces quartiers, pourquoi pas ici à Cotonou, et la réponse des investisseurs a été positive. Moi, je les accompagne pour, entre guillemets, crédibiliser. Deuxième objet pour moi, le gouvernement du Bénin a permis à ce que, depuis septembre 2024, les personnes d'ascendance africaine, telles que je suis, puisque je suis issu de la Guadeloupe, eh bien, puissent pouvoir solliciter la nationalité béninoise. Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais actuellement. J'ai rencontré le garde des Sceaux juste avant monsieur le maire. Et c'est une démarche fondamentale pour moi parce qu'elle est à la fois personnelle et politique pour affirmer notre africanité, affirmer notre fierté d'être africain et donc béninois, que ce soit du côté guadeloupéen ou du côté français. Et c'est ainsi que nous avons convenu de garder le contact avec monsieur le maire de Cotonou, qui, je sais, a une belle ambition pour sa ville et son pays. Regard sur le financement des collectivités territoriales au Bénin, les chiffres sont à la hausse depuis 2016. Les fonds FADEC, par exemple, passent de 22 milliards à 85 milliards environ en 8 années. Dans les communes, les réalisations s'enchaînent aussi et les maires s'en réjouissent. Blaise Adampo. Sur la période 2016-2023, près de 400 milliards de francs CFA ont été transférés du budget national aux communes à travers le FADEC Investissement, soit en moyenne 50 milliards de francs CFA par an, représentant ainsi plus de 2 fois la dotation avant 2016. Ces fonds ont notamment permis de constater des améliorations au niveau de chaque collectivité territoriale avec la construction d'hôtels de ville, d'infrastructures scolaires, sanitaires, marchandes et bien d'autres dans nos communes. Au-delà du FADEC, les mairies s'appuient aussi sur leurs ressources propres. Conscients qu'elles sont capables d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de développer le Bénin, le président Patrice Talon a décidé de passer à une vitesse supérieure avec la mise à disposition des cadres techniques dans les administrations territoriales. Il faut aussi noter vraiment la disponibilité, l'engagement du maire qui a vu dans la réforme et dans la désignation de la secrétaire exécutive que je suis, une opportunité vraiment pour relancer la commune sous son leadership. En 2022, les 77 secrétaires exécutifs ont rejoint leur poste. En quelques semaines, les finances des mairies ont connu un boom. La mobilisation des ressources propres est faite dans la transparence totale. Nous devons relever encore une fois
l'accroissement remarquable du niveau de mobilisation des ressources propres de la commune qui passe de 79 millions en 2021, donc avant notre arrivée, à 102 121 802. Au niveau de la mairie de Bono, avec la réforme, il y a eu quand même une amélioration au niveau de la mobilisation des ressources propres. Déjà en 2022, à notre prise de fonction, quand nous avons terminé l'exercice, on a constaté que nous avons fait une mobilisation de près de 212 millions, comparativement à l'année 2021 où cette mobilisation n'était pas à ce niveau. En 2020, par exemple, la mobilisation des fonds propres, c'est pratiquement 1 milliard. Mais en 2023, nous sommes passés à près de 2 milliards. Au plan de la mobilisation des ressources propres, il faut dire qu'avant l'avènement de la réforme, la mobilisation oscillait autour de 1 milliard 400 millions. Mais à partir de 2022, nous avons mis en place des stratégies qui nous ont permis de passer en 2023 à plus de 2 milliards de mobilisation de recettes propres. Mais en 2023, on a prévu mobiliser 283 616 125 francs CFA. Mais finalement, avec tout ce que les SE, avec les cartes techniques, y compris même les agents de la mairie, tout ce qu'ils ont fait comme boulot là, nous avons atteint 303 745 886 francs CFA. Je crois, au moment où nous prenions les rênes de l'administration communale de Bopa, les recettes propres de Bopa tournaient autour de 130 millions. L'exercice 2023, déjà, nous sommes à plus de 170 millions de recettes propres. Les ressources propres en 2022 étaient à peu près à 266 millions, mais en 2023, la commune est allée jusqu'à au-delà de 510 millions de francs CFA. 510 millions de francs CFA, et cela se justifie au travers de différentes lignes qui ont connu vraiment des taux d'accroissement. Les collectivités locales ont connu une grande avancée en 8 ans du gouvernement de la rupture. Si vous êtes usager de la route Porto Novo-Calavi-Cotonou, alors apprêtez-vous à faire le trajet par voie fluviale bientôt. L'aménagement des voies de navigation sur le lac Nokoué est l'une des composantes du projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué. Il a été rendu public hier par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. Les détails sur ce projet avec Jennifer Sachivi. Le projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué prendra bientôt corps. Le cadre de politique de sa réinstallation a été rendu public le 24 janvier 2025 par la SIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Le projet, cofinancé par la Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, vise à doter l'agglomération du Grand Nokoué d'un système de déplacement multimodal, intégré et durable au service du bien-être des populations. Aspect important du projet, l'introduction de services de transport public par bus, mais aussi par bateau. Il est prévu, selon la composante numéro 3 du projet, l'aménagement de voies de navigation sur le Grand Nokoué, en particulier pour l'axe Porto Novo-Cotonou, avec une extension possible sur Abomey-Calavi. Le service de transport fluvio-lagunaire sera structuré de manière formelle avec des embarcations de grande capacité conformes aux normes et des gares modernes à Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi. Des mesures d'atténuation ont également été prises face aux impacts liés à l'ouverture des voies navigables. Un plan de restauration est envisagé pour accompagner les groupes vivant de la pêche. Lors des travaux dont la durée sera limitée, la délimitation d'autres voies de navigation aura lieu, mais également la mise en place d'autres points temporaires d'embarcation. La mise en œuvre du projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué contribuera à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations tout en leur offrant une mobilité urbaine durable. Retrouvons à présent Rebecca Kenjaoune pour l'interactualité. En République démocratique du Congo, les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Le conflit entre le M23, une rébellion majoritairement Tutsi,
soutenus par 3 000 à 4 000 soldats rwandais selon l'ONU, dure depuis plus de 3 ans et a aggravé une crise humanitaire chronique dans la région. Ce vendredi, d'intenses affrontements ont opposé le groupe armé anti-gouvernemental. Dans un communiqué publié vendredi, la MONUSCO a indiqué avoir engagé son unité d'élite dans les combats et a réitéré l'appel de l'ONU à ce que le mouvement du M23 cesse immédiatement son offensive. De son côté, le Rwanda accuse la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de rhétorique incendiaire. Pendant ce temps, le président angolais exhorte les parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo à reprendre leur pourparlers de paix qui avaient échoué l'an dernier. En Égypte, 70 prisonniers palestiniens sont arrivés ce samedi à bord d'autobus après avoir été libérés par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont été expulsés par Israël, a ajouté Al-Kahira News, précisant qu'ils seraient transférés dans des hôpitaux égyptiens pour y être soignés. Ces otages font partie d'un groupe de 200 prisonniers libérés en échange de 4 otages israéliens. C'est la fin du journal. Merci de nous avoir reçus. Je suis ravie de vous recevoir dans ce